Bon retour à tous, je m'appelle Pascal Lotaz et aujourd'hui je suis à nouveau accompagné du professeur émérite Richard Sakwa de l'Université du Kent. Richard, bienvenue à nouveau. C'est un plaisir, merci. C'est formidable que vous soyez en ligne et vous avez écrit un nouveau livre qui sera justement le sujet de notre discussion. Vous avez rédigé cet ouvrage, ce volume entier ici, et vous y abordez la guerre russo-ukrainienne, les folies de l'Empire. Et si je ne me trompe pas, il est soit déjà paru, soit sur le point de sortir dans quelques semaines. Il sort officiellement le 24 mars, donc dans tout juste une semaine. Le 24 mars, cette vidéo sera diffusée à peu près à ce moment-là. Alors, tout le monde, si vous voulez vous procurer le livre, allez en ligne et commandez un exemplaire. Mais parlons-en maintenant. Richard, quels sont les principaux arguments que vous y développez? Quelle sorte de folie observons-nous dans la guerre? Le sous-titre « Folly of Empire » fait référence au magnifique ouvrage de Barbara Tuchman, portant un titre similaire. Au départ, j'avais envisagé d'utiliser The March of Folly Redux. Elle a accompli un travail remarquable, comme vous le savez, The Guns of August, sur la Première Guerre mondiale, mais elle a également écrit The March of Folly, qui va de la guerre du Péloponnèse à la guerre du Vietnam, en passant par la guerre d'indépendance américaine et d'autres événements intermédiaires. Est-ce qu'elle définit ce qu'est la folie? Une folie, c'est par exemple lorsque les Grecs se sont opposés à Sparte, ce que Graham Allison a appelé le piège de Thucydide. C'est l'idée que l'on déclenche une guerre qui finit par nous détruire, alors même que d'autres choix étaient possibles. Athènes a été affaiblie et a finalement perdu la guerre du Péloponnèse. Les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam et les Britanniques ont perdu la guerre d'indépendance en Amérique. Elle en donne une définition très précise. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est cela que signifie une folie. Et je crois que cette guerre en Ukraine peut, elle aussi, être ajoutée à cette liste de folies historiques à l'échelle mondiale. Pourquoi? Bien sûr, nous avons alors constaté que d'un côté, nous assistions à l'expansion de ce que j'ai appelé, dans ce livre et ailleurs, l'Occident politique. Il est facile d'en parler, comme vous le savez, lors du dernier forum sur la sécurité de Munich, de la réunion de Davos, du Forum économique mondial, et ainsi de suite. On ne cesse de discuter de l'effondrement de l'ordre international, des ordres fondés sur des règles, etc. Mark Carney a prononcé ce beau discours sur la nécessité pour les puissances intermédiaires de s'unir, et ainsi de suite. Mais ce que tout le monde semble avoir manqué, c'est qu'après 1945, une formation politique très spécifique a vu le jour. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le système de puissance atlantique, l'alliance transatlantique, et ainsi de suite. Mais c'est bien le Political West qui est en cause, et les Russes aiment l'appeler l'Occident collectif. Mais ce que je veux dire, c'est que cet Occident politique, avant tout, a renié et remis en question certains des éléments traditionnels de l'Occident, en remontant jusqu'aux origines mêmes de ce que l'on peut définir comme l'Occident. Évidemment, la culture judéo-chrétienne, la tradition gréco-romaine, les éléments babyloniens, et ainsi de suite. Et puis, bien sûr, il y a les 500 ans de l'Occident impérial, l'Occident s'étendant par le colonialisme. En Asie de l'Est, où nous nous trouvons, bien sûr, on se souvient qu'en 1853, les navires noirs sont arrivés à Edo et ont forcé l'ouverture d'un système resté fermé pendant 250 ans. Mais tout cela fait partie de l'Occident. Et vous savez, en ce moment, en Occident, nous avons ce grand débat sur l'Occident, le déclin de l'Occident, et nous retrouvons toutes ces résonances de Spengler, de Toynbee et de tout cela. Tout cela en fait partie.
Mais ce que je dis, c'est que nous devons être très précis. Depuis 1945, cet Occident politique, dirigé par les États-Unis, a émergé. Il a transformé les différents États et idéologies qui le composent. Le libéralisme à certains égards, le libéralisme de la guerre froide, tel que nous le connaissons, était très particulier. Il a perdu sa dimension émancipatrice. Il est devenu répressif, il est devenu disciplinaire. Bien sûr, l'idéologie de la liberté était tout à fait acceptable, mais elle a été instrumentalisée. Donc, je soutiens que l'Occident politique transforme ses États membres, tout comme l'Union européenne transforme le caractère des États-nations qui en font partie. Mais je vais plus loin en disant que, voyez-vous, l'appartenance à cet Occident politique change la nature même de l'État. Et cela s'applique autant au Japon qu'à la Corée du Sud, quoique dans une moindre mesure. Mais le noyau de l'Occident, les États-Unis, le Canada et les États d'Europe occidentale, a été transformé, tout comme leurs idéologies associées. Quoi qu'il en soit, après que cet ordre mondial a été établi après 1945, l'ordre soviétique s'est effondré entre 1989 et 1991. Nous le savons. Et par conséquent, cet Occident politique prétend alors être universel. Il s'est radicalisé de multiples façons. Idéologiquement, dans l'idéologie de la fin de l'histoire, dans l'agenda hégélien et kantien des droits de l'homme, dans l'élément impérial hégélien de suppression des alternatives. Toutes sortes d'éléments s'y manifestent. Ainsi, cet Occident politique, puis, progressivement, on voit apparaître, au sens de Karl Polanyi, un contre-mouvement. Et ce contre-mouvement correspond à l'alignement anti-hégémonique de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de certains autres États, des États non alignés, et ainsi de suite. Voilà donc le contexte de la guerre russo-ukrainienne. Et nous avons cet Occident politique, pour le résumer très brièvement, qui présente deux facettes. Il y a l'aspect du Commonwealth, c'est-à-dire les biens communs qu'il a réellement fournis. Le commerce ouvert, qu'on l'apprécie ou non, bien sûr, tout cela est discutable. Le libre-échange, l'engagement supposé envers les biens positifs ou la liberté, et ainsi de suite. Mais l'autre face de cet Occident politique, c'est l'Occident impérial, du Folly of Empire. Et c'est notre... Donc voilà l'Occident politique après 1999, au moment où il s'étend. Et c'est dans ce contexte que tout débat sur l'élargissement de l'OTAN ou de l'Union européenne doit avoir lieu. Mais cela implique l'idée que l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est ressemblait dans son style à celui de l'OTAN sur le plan idéologique et méta-idéologique. C'était l'expansion de cette formation politique occidentale. Et bien sûr, cela finit par rencontrer la résistance de la Russie, tout comme cela se produira en Asie avec la Chine et d'autres pays. De l'autre côté, bien sûr, il y a la Russie qui dit « Regardez, vous accusez simplement l'Occident ici. Qu'est-ce que l'Occident politique ?» Et qu'en est-il des autres folies, les folies russes? Et bien sûr, encore une fois, la mauvaise gestion, à certains égards, des relations avec ses voisins. Je veux dire, on pourrait aussi dire que la Russie possède également cet aspect de communauté, la Russie post-communiste. Et puis cet aspect est exprimé notamment par le LDPR, Zhirinovsky, lorsqu'il était encore en vie, avec cette sorte d'attitude impériale, qui est indéniablement présente, bien qu'elle soit combinée à cette dimension de communauté, cherchant à établir une communauté post-soviétique à travers l'Union économique eurasiatique. D'une manière ou d'une autre, bien sûr, cela a également échoué. Mais ensuite, ces deux projets, si l'on veut, se rejoignent dans le conflit autour de l'Ukraine. Voilà donc le contexte. Désolé d'avoir été si long, mais c'est pour cela les folies de l'Empire. Ensuite, bien sûr, on pourrait examiner les aspects plus détaillés. Petite interruption rapide, parce que j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Alors, merci d'envisager de vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack.
c'est pacalotas.substack.com. Le lien est dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Oui, et nous devrions, surtout en ce qui concerne le rôle actuel de la guerre en Ukraine. Le livre s'intitule toujours, tu sais, la guerre russo-ukrainienne. Mais à l'intérieur, tu abordes bien sûr l'aspect de guerre par procuration de tout cela. C'est pourquoi, tu vois, la guerre russo-ukrainienne est en réalité une guerre entre la Russie, ou plutôt un affrontement entre la Russie et l'Ukraine. L'Occident politique, comme tu l'appelles, et je pense d'ailleurs que Occident politique est une meilleure expression que Occident collectif. Cela reflète en quelque sorte davantage l'essence de ce qu'est cette approche collective des relations internationales. Bien sûr, comme vous l'avez souligné, cela remonte bien plus loin, environ 500 ans d'expansionnisme européen à travers le monde, avec tous les crimes coloniaux commis au passage. Mais la version post-45 de cette approche collective entre plusieurs pays a une saveur très particulière, surtout après 1989-1990, lorsqu'elle a véritablement conduit à une collectivisation de la prise de décision. Et ce que nous observons actuellement, c'est la vassalisation de l'Europe sous la volonté du noyau impérial. Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet et sur la manière dont vous voyez la guerre russo-ukrainienne influencer l'ensemble du système? Oui, en effet. Jusqu'en 1989, paradoxalement, pendant la Première Guerre froide, il existait une relation plus dynamique entre les différentes ailes de l'Occident politique. Fait surprenant, après la fin de la Première Guerre froide, on aurait pu penser que l'OTAN ne serait plus nécessaire et que nous pourrions dépasser la logique des blocs. Au lieu de cela, la politique des blocs s'est consolidée. Elle s'est consolidée en interne et s'est étendue vers l'extérieur. D'une certaine manière, elle est devenue un organisme plus vaste, et si je puis dire, plus insidieux, dans la façon dont elle a intensifié la vassalisation, si l'on veut, de ses membres, et les a asservis aux objectifs de l'Empire américain, l'aspect impérial de l'Occident politique. Par exemple, lors de l'invasion de l'Irak en 2003, certains pays s'y opposaient. Mais aujourd'hui, et surtout après la Libye, n'est plus le cas. Et maintenant, bien sûr, tout ce mécanisme de discipline est encore plus intense. L'Union européenne a totalement échoué à y faire face. Comme vous le savez, plus tôt cette semaine, au moment où nous parlons, elle s'est adressée à 140 ambassadeurs de l'Union européenne. Et elle a passé plus des 2/3 de son temps à parler de la Russie, alors qu'il y a un génocide à Gaza et la pire guerre du monde, non seulement au Moyen-Orient, mais, en un sens, la guerre la plus menaçante depuis 1945, qui pourrait dégénérer dans toutes sortes de directions. L'incapacité totale de l'Union européenne à condamner ce qui se passe à Gaza ou à prendre la moindre mesure est frappante. Donc oui, la politique des blocs s'intensifie. Elle s'est intensifiée juste avant que tout ne se désagrège. Et c'est là que nous nous dirigeons. Et juste une seconde. Encore une fois, en comparaison avec la Première Guerre froide, comme vous l'avez appelée précédemment, vous savez, pendant la Première Guerre froide, nous avions l'Ostpolitik avec Willy Brandt en Allemagne. Nous avions Olof Palme. Nous avions des personnes qui n'étaient pas alignées sur les souhaits de Washington. Et c'était une politique de bloc. C'était en réalité une politique de bloc négociée. Cette négociation a complètement disparu de la scène. Quiconque a les yeux ouverts comprend qui joue le premier violon dans la cacophonie bruxelloise, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors comment cela? A. Comment ça s'est-il produit? Et B. La folie que représente la guerre en Ukraine, la guerre par procuration, comment voyez-vous son impact sur l'ensemble du système? Et peut-être une troisième question. Pourquoi la Russie n'a-t-elle jamais été admise? La Russie avait en fait demandé à rejoindre, et on ne l'a pas laissé entrer. On n'a jamais essayé de domestiquer la Russie de la même manière que le reste a été domestiqué.
Je vais commencer par le dernier point, car c'est la partie la plus fascinante. Si cette vision ou ce concept d'un Occident politique a une quelconque validité, alors cela aide vraiment à expliquer la politique d'exclusion, celle de la Russie. Comme vous le savez, Gorbatchev et Eltsine étaient désireux d'y adhérer. Et Poutine, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, a également demandé à rejoindre. Comme il l'a rappelé dans ses récents discours, il a dit « Laissez-nous rejoindre, car si nous ne le faisons pas, nous serons à l'extérieur. Et dès qu'il y a une frontière, apparaissent tous les problèmes classiques de frontières qui accompagnent une alliance militaire en expansion et celui qui reste à l'extérieur. » Alors, Poutine, n'importe qui à Moscou pouvait le voir très clairement. Pourquoi? Parce que si la Russie avait adhéré, et c'est pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une question de rejoindre l'OTAN ou quelque chose de ce genre, c'est bien plus vaste. L'Occident politique est une entité militaire et économique, mais surtout un projet idéologique visant à maintenir l'hégémonie des États-Unis. Maintenant, s'il laissait entrer la Russie, ce serait un tout nouveau jeu. Cela signifierait que l'Occident politique ne serait plus l'Occident politique. Il deviendrait quelque chose de tout à fait différent, car de nouveaux éléments seraient introduits dans cette unité politique. L'un d'eux étant une forme d'européanisme pancontinental. Alors, on se retrouve avec une logique totalement différente. Ce système fondé sur l'Atlantique, par opposition à un système européen. Et puis il y a nous tous, Européens envieux, qui commençons à parler d'idées néo-gaullistes d'autonomie, et ainsi de suite. Et vous savez, pourquoi Washington voudrait-il cela? La Russie renforcerait immédiatement, manifestement et massivement la puissance de cette dimension européenne, avec d'immenses, pas seulement des ressources économiques, comme le pétrole, le gaz, le minerai de fer et tout le reste, mais aussi un énorme potentiel intellectuel. Il ne faudrait pas, vous savez, laisser entendre que la Russie allait simplement devenir un fournisseur de matières premières. C'est une économie à spectre complet, peut-être pas aussi développée à certains égards, mais cela reste une économie complète. Cela, bien sûr, modifierait alors le cadre économique de l'Occident politique. Cela transformerait le cadre idéologique vers un plus grand européisme. Et bien sûr, d'autres idées, peut-être, dès le départ. La Russie est différente, j'hésite à employer ce mot, mais c'est une formation spirituelle différente. C'est une autre constellation, car son histoire est différente. Elle possède l'orthodoxie russe, et en effet ce mélange particulier avec l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et de nombreuses autres religions présentes en Russie. Bien sûr, c'est une civilisation différente, disons-le ainsi. Je ne suis pas satisfait de son discours civilisationnel, mais il en fait clairement partie. Une autre culture, disons-le ainsi. Encore une fois, c'est la troisième question que vous avez posée. Pourquoi n'ont-ils pas laissé la Russie entrer? C'est une question fascinante, sur laquelle je travaille par ailleurs en ce moment. Donc, l'autre aspect concernant l'Ukraine. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Le titre du livre, en un sens, est tromper la guerre russo-ukrainienne. Mais évidemment, dire la guerre russo-ukrainienne ou Ukraine-Occident ou OTAN aurait été un peu maladroit. Ainsi, la guerre russo-ukrainienne est, si vous voulez, le cockpit d'une constellation bien plus vaste de ce conflit plus large. Tu sais, l'une des choses qui me fascine en ce moment, c'est que les Russes acceptent réellement tout cela, non? Les Russes, à l'heure actuelle, pendant que nous parlons le 13 mars 2026, continuent d'accepter la fiction entretenue par les États-Unis, selon laquelle il serait une sorte d'intermédiaire, offrant un espace où Russes et Ukrainiens pourraient se rencontrer et trouver une solution, n'est-ce pas? Ils se satisfont encore de cette fiction, et ils continuent de rencontrer Vitkov, Kushner et ainsi de suite. Et ils ne remettent pas vraiment en cause ce cadrage pour l'instant. Évidemment,
bien qu'il soit parfaitement clair pour nous et pour beaucoup d'autres, de nombreux collègues russes, américains, etc., que l'aspect de guerre par procuration est la véritable substance de tout cela, n'est-ce pas? Et les os, ensuite, ce sont les combats de tranchées acharnés sur le sol ukrainien, absolument horribles et dévastateurs. Mais la question politique est bien sûr l'aspect plus large de tout cela, n'est-ce pas? Pourquoi, selon toi, en est-il ainsi? Et t'intéresses-tu aussi à la manière dont les Russes présentent cette guerre? Oui, en effet. Je parle des différents modèles qui expliquent la guerre. Une grande partie de l'Occident suit essentiellement la ligne de Michael McFaul, selon laquelle l'autoritarisme interne et domestique a besoin d'une guerre extérieure pour se valider et se légitimer. Je ne pense pas que ce soit la principale motivation. Bien sûr, tous ces éléments y contribuent. Le deuxième grand modèle est celui de l'impérialisme russe. C'est une vision très répandue dans les républiques baltes, en Pologne et bien sûr au Royaume-Uni, pour une raison étrange, même à l'autre bout du continent, qui considère cela simplement comme une expansion impériale russe traditionnelle et une appropriation territoriale. Ce qui est étrange, car si c'était vraiment une conquête territoriale, pourquoi n'ont-ils pas annexé les républiques du Donbass à un moment quelconque, après 2014 ou 2015? Ces morceaux-là. En effet, ils ne cessent de répéter que tant d'histoires, tant de livres et de commentaires en Occident se trompent et affirment, par exemple, que la Russie a incorporé l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Ces territoires ont été reconnus comme entités indépendantes. C'est encore une fois une tragédie en soi, bien que ce ne soit pas notre sujet aujourd'hui. Je rejette donc le deuxième modèle d'explication. Et je reviens vraiment au plus simple, au modèle classique, et je le dis depuis 30 ans. C'est une question de sécurité. Lorsque je m'exprimais à Londres au ministère de la Défense, à l'époque où l'on m'y invitait, ainsi qu'au Foreign and Commonwealth Office, je posais sans cesse cette question à nos responsables chargés de la politique. Selon vous, quels sont les intérêts de sécurité légitimes de la Russie? Qu'ont-ils dit en réponse? Ils ne l'ont jamais fait. C'était ça le problème. Ils n'y ont jamais répondu. Donc la position par défaut était que même poser cette question revenait à poser une question de Moscou. Absurde, bien sûr. Un argument de Moscou. Et non, en d'autres termes, la conclusion était que la Russie n'avait aucun intérêt de sécurité légitime. Une sorte de nihilisme, un négationnisme, qui engendre toutes sortes de potentiels de conflits et qui a explosé, comme on pouvait s'y attendre, autour de l'Ukraine. Je veux simplement ajouter un autre point que j'ai maintenant aussi perdu dans tout cela. Mais oui, un point connexe sur la légitimité. En effet, c'est un modèle de sécurité qui, au fil du temps, transcende cette logique, cette guerre, la guerre russo-ukrainienne, désormais associée à la guerre au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Nous assistons à une transformation de la politique internationale. Et il faut dire que c'est la fin de cette période de 80 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous parlons d'un ordre mondial, l'Occident politique d'un côté, l'alignement anti-hégémonique avec la Chine, un autre modèle d'ordre mondial de l'autre. Mais au-dessus de tout cela, se trouve le système international fondé sur la Charte des Nations Unies, basé sur le droit international. Et malheureusement, ces conflits, si l'on veut, d'un côté, l'israélisation de la politique américaine et de la politique internationale, qui est, disons, résolue. Et vous savez, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails ici. Et de l'autre côté, l'ukrainisation de la politique européenne, qui fait partie de cette négation. Je parle des ethno-nationalistes ukrainiens, pas de l'autre Ukraine, à laquelle d'ailleurs ce livre est dédié, l'autre Ukraine. Et je la dédie à l'Ukraine que j'aime, aux Ukrainiens que j'admire,
c'est-à-dire à ceux qui se battent pour une Ukraine multilingue, pluraliste, tolérante, démocratique, souveraine, et ainsi de suite. Et de cette guerre, j'aimerais voir émerger précisément ce type d'Ukraine. Mais c'est impossible, car l'Occident politique utilisait l'Ukraine. Ce n'est pas pour nier son agentivité. Malheureusement, il y avait beaucoup d'Ukrainiens ethno-nationalistes qui s'en réjouissaient. Et bien sûr, comme vous le savez, l'ambassade des États-Unis à Kiev comptait à une époque 700 membres du personnel. Vous savez, c'est un peu comme l'ambassade de Saïgon pendant la guerre du Vietnam. Nous dirigions pratiquement la guerre. Et depuis les années 1990, l'ambassade américaine à Kiev s'était efforcée, avec toute son énergie, de séparer et de veiller à ce que l'Ukraine ne s'aligne pas sur la Russie, et de s'assurer qu'elle fasse partie de cette sphère d'influence plus large, pour reprendre un vieux terme géopolitique. Et donc la Russie, si tel était le cas, ne disposait pas d'une sphère de sécurité, ce qui constitue un débat intéressant que nous menons depuis un certain temps déjà. Oui, l'idée de la sphère de sécurité a été introduite il y a quelque temps par Jeffrey Sachs, et il en a également parlé. Non, c'est bien avant ça. Et il y a... D'accord, tu comprends. Si tu l'as dit avant Sachs, alors tu en as le mérite. En réalité, Sachs demandait à Mearsheimer, « Connaissez-vous quelqu'un qui l'a formulé de cette manière ?» Mearsheimer a répondu, « Je ne sais pas. » Mais cela signifie que nous avons trouvé l'homme qui l'a dit en premier, Richard Sakwa. Très bien. Parce que cette sphère de sécurité est extrêmement importante si on la conçoit comme des cercles qui se chevauchent, n'est-ce pas? Et chacun a en fait besoin d'une certaine assurance qu'aucune menace ne viendra de ses frontières directes. C'est pourquoi je travaille si intensément sur la neutralité, parce que c'est précisément le type de concept qui permet cela. Et nous savons que la neutralité avait presque résolu tout le problème lorsqu'elle a été incluse pour la première fois dans la Constitution ukrainienne en 1993 et 1995. When it was first instilled in 1991, 93 in the Ukrainian 95 in the Ukrainian constitution, and then again in 2022 when it was. Et puis à nouveau en 2022, lorsque c'était l'élément central des exigences russes pour mettre fin à l'assaut initial. Exactement. Et nous savons aujourd'hui que c'est bien le cas. Malheureusement, cela a été rejeté par l'Occident politique, qui a déclaré « Non, nous allons nous battre et nous allons gagner ». Ils n'ont aucune préoccupation sécuritaire légitime. Je voulais aller quelque part avec cela, mais le point peut-être, c'est que nous devons comprendre comment l'Occident politique en est venu à adopter cet état d'esprit, celui qui lui fait croire qu'il peut écraser la Russie et tout le reste. Et oui, c'est guerre de choix. Je veux dire, la guerre en Iran est très facile à comprendre. Elle montre qu'il s'agit d'une guerre de choix menée par les États-Unis et Israël, car ils ont attaqué alors qu'ils avaient de nombreuses autres options. Il n'y avait vraiment aucune nécessité. C'était pas du tout une guerre provoquée par l'Iran. En revanche, de l'autre côté, avec la guerre en Ukraine, bien sûr, elle a été fortement provoquée. Elle s'est construite sur une longue période, une sorte de provocation visant à pousser les Russes à envahir. Mais je la considère aussi, au final, comme une guerre de choix. Surtout le choix de l'Ukraine comme champ de bataille. Parce qu'honnêtement, pendant 4 ans, ils n'ont cessé de dire « Oh, vous deviendrez un jour membre de l'OTAN ». Ils auraient pu les faire entrer dans l'OTAN à n'importe quel moment, mais ils ne l'ont pas fait. Ce qui signifie qu'ils ont choisi cet endroit pour y mener la guerre, plutôt que d'avoir une guerre totale, n'est-ce pas? Alors peut-être avez-vous des réflexions à ce sujet dans le livre? Absolument. Donc, en ce qui concerne la neutralité de l'Ukraine, elle figurait déjà dans la déclaration de souveraineté de l'État, dès 1990. Et ensuite, comme vous le dites, dans la Constitution, et en effet, tout au long du processus. Mais vous avez raison,
l'état d'esprit, vous avez utilisé le terme « mentalité de l'Occident », ce qui est tout à fait juste. L'Occident politique n'est pas seulement une formation géopolitique, c'est une formation idéologique. Après la fin de la Première Guerre froide et l'effondrement de l'Union soviétique, et j'en parle dans mon livre « La culture de la Seconde Guerre froide », l'Occident politique devient hermétique. Il ne peut plus dialoguer ni débattre avec quiconque en dehors de lui. Il devient rébarbatif, isolé. Comme je l'ai dit, j'allais voir ces responsables et je leur demandais « Quels sont, selon vous, les intérêts de sécurité légitimes de la Russie ?» Et j'étais toujours accueilli par le silence. Jamais, je n'ai jamais obtenu de réponse. À Chatham House, je n'ai cessé de poser cette question. Et je n'ai jamais eu de réponse, parce que c'est fermé. Ils ne peuvent pas répondre. And is that strained based there is a soist? Oui, c'est exactement cela. Totalement refermé sur lui-même, autoréférentiel et bien sûr autoglorifiant dans sa démarche. C'est juste. Et c'est hermétique, ce qui fait effectivement, comme vous le dites, de l'Ukraine une guerre de choix. Mais bien sûr, c'est aussi un choix fait par une certaine frange de la direction ukrainienne. On m'accuse toujours de dire « Oh, vous niez l'agence ukrainienne ». Malheureusement, non. Je fais exactement le contraire. Je dis qu'une partie de la communauté politique ukrainienne a été l'architecte de sa propre destruction, dans le sens où elle n'a pas compris exactement ce que vous venez de dire. Que pour que l'Ukraine survive, comme pour tout pays, elle doit comprendre les intérêts de sécurité de son voisin, le Mexique ou le Canada pour les États-Unis autrefois, et les voisins de la Russie aujourd'hui. Vous dites, « Oh, pourquoi donnez-vous la priorité à la Russie? Pourquoi n'ont-ils pas donné aux Ukrainiens le siège au Conseil de sécurité des Nations unies ?» À ce moment-là, on se rend compte que ces gens ont perdu tout contact avec la réalité. Malheureusement, une grande partie de cette communauté politique ukrainienne a effectivement perdu le contact avec la réalité. Je prends toujours cet exemple. Si par exemple, un pays neutre comme l'Irlande, un pays magnifique voisin de l'Angleterre, décidait d'inviter les Chinois à y construire une base militaire, toutes les discussions britanniques sur le libre choix, et ainsi de suite, voleraient en éclats en moins de 5 minutes. Et donc, on ne peut pas, espérons qu'il en sera ainsi, que l'Irlande conserve sa splendide tradition de neutralité irlandaise, à sa manière. C'est raisonnable. Pourquoi? Et l'Ukraine, bien sûr, personne ne dit. Puis bien sûr, il y a la finlandisation, dont vous avez évidemment beaucoup écrit, mais la finlandisation comme terme négatif. D'une certaine façon, c'est une quasi-finlandisation de l'Ukraine. Non, enfin oui, dans un certain sens. Mais à l'intérieur, faites ce que vous voulez. Respectez simplement les préoccupations de sécurité d'un voisin doté de l'arme nucléaire. Vous n'aimez pas ça? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est comme disent les Mexicains, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Voilà la politique internationale. Le terme « finlandisation », pour ceux qui écoutent, a toujours été un terme de propagande employé par l'Occident politique pour discréditer ce type d'approche neutre de la part d'États souverains, parce que cela ne leur plaisait pas non plus. La neutralité de la Finlande visait à créer une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de l'Union soviétique, ce qu'elle a effectivement fait. L'Occident n'aimait pas cela, car il aurait préféré un allié ferme. On peut observer la même dynamique à l'œuvre en Ukraine. La destruction de la neutralité ukrainienne, une destruction systématique, particulièrement visible en 2014 lors des événements du Maïdan, lorsque le président alors élu de l'Ukraine, M. Yanukovych, fut présenté en Occident comme étant pro-russe. Il était pro-ukrainien, mais en faveur d'une Ukraine neutre. Il faisait clairement partie de cette tendance, et il a été chassé du pouvoir, puis remplacé par le groupe qui, au final, a supprimé l'article sur la neutralité dans la constitution ukrainienne après l'annexion russe de la Crimée. On peut donc voir comment ce jeu de représailles a
a commencé à se mettre en place. Ce qui illustre parfaitement ce qui se produit lorsque l'on veille à ce qu'une entité rejoigne son camp et que l'on élimine les sphères de sécurité mutuellement bénéfiques qui existent dans les zones de recoupement, ces États tampons. Oui, tu as tout à fait raison. C'est la discréditation même du concept. Et bien sûr, il y a ensuite des alliés volontaires au sein de ces pays. En Finlande, c'était bien sûr le président actuel, Alexander Stubb, qui s'est opposé à ce type de neutralité ou d'équilibre. Et un autre concept associé à cela est le multivectorisme. Or, le multivectorisme, c'est ce que l'Ukraine avait sous Kuchma et d'autres, et bien sûr le Kazakhstan sous Nazarbayev et Tokayev aujourd'hui. Mais le multivectorisme exige des États intelligents, une gestion progressive et d'autres éléments apparus après la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, la qualité du leadership ukrainien laissait à désirer. En ce qui concerne le multivectorisme, les Ukrainiens se fâchent souvent avec moi lorsque je loue la manière dont la direction kazache, depuis l'indépendance, a su gérer de multiples relations. Et bien sûr, le Kazakhstan a aussi la Chine dans son voisinage. Le multivectorisme signifie, en effet, une politique étrangère intelligente, capable de proposer une vision positive de la manière de tirer parti d'un environnement géopolitique difficile, plutôt que de le considérer comme un jeu à somme nulle. Les Ukrainiens, si je puis dire, l'ont utilisé dès le tout début et jusqu'à la fin de manière opportuniste, pour voir ce qu'ils pouvaient en tirer, vous voyez, et cela consiste à tirer avantage en jouant un camp contre l'autre. Ce qui, bien sûr, à la fin, signifie que tout le monde finit par vous utiliser, plutôt que l'inverse. Alors, le multivectorisme, vous savez, un terme qui, à mon avis, mérite un peu plus d'élaboration théorique, parce qu'il signifie simplement que, dans un monde multipolaire, on ne peut pas se contenter d'un seul alignement. En d'autres termes, se ranger entièrement d'un côté, comme l'a fait l'Ukraine post-Maïdan avec le camp pro-occidental, conduit inévitablement à des conflits. Les dirigeants kazakhs, ainsi que de nombreux autres États d'Asie centrale, l'ont bien compris. Alors que la qualité du leadership en Ukraine a été déplorable, bien sûr, car au lieu de ne pas, enfin, pour un simple élément, en 2022, l'Ukraine était en termes de PIB par habitant le pays le plus pauvre d'Europe. Et cela dans un pays si richement doté, non seulement en ressources naturelles, mais aussi en capital humain, une population magnifique, bien éduquée, et ainsi de suite. Et pourtant, ils ont réussi à gaspiller ces avantages. Ils ont réussi à dilapider ou à détruire leurs atouts géopolitiques, à savoir la possibilité de commercer avec la Russie et d'autres voisins à l'Est, ainsi qu'avec l'Union européenne et d'autres voisins à l'Ouest, et ont fini par obtenir le pire de tous les mondes. C'est donc une question d'agence. C'est leur propre responsabilité, car ils ont ensuite été entraînés dans cette vaste dynamique. Et un dernier point, bien sûr, ils ont été encouragés par des voisins régionaux comme la Pologne et les républiques baltes. Vous vous souvenez de cette ancienne organisation appelée GUAM, Géorgie, Ukraine, Arménie, Moldavie, une sorte d'idée qui n'a pas duré longtemps. Mais là encore, c'était une première tentative pour attirer pleinement l'influence ukrainienne dans la sphère d'influence occidentale. En gros, ce que ça nous montre encore une fois, c'est que si l'on se laisse complètement capturer par un camp ou par l'autre, on finit par être utilisé et exploité au service de ce camp. Et l'Ukraine en est probablement l'exemple le plus frappant. Bien sûr, le récit public actuel veut que l'Ukraine soit victime de la Russie et que seule la Russie soit responsable de la guerre. Depuis 4 ans maintenant, c'est le mantra des Européens. Cette guerre pourrait s'arrêter aujourd'hui si la Russie décidait simplement de la stopper. Mais cela néglige totalement, complètement, toute la dimension sécuritaire, la dimension du point de vue russe, pour laquelle ils ont désormais prouvé qu'ils étaient prêts à se battre.
Or, la folie, selon moi, va encore plus loin dans votre concept, car il s'agit aussi de la remise en cause du système qui soutenait la structure hégémonique américaine, d'après la guerre froide. Un système qui avait été mis en place avec beaucoup de succès sur le continent, en réalité. Oui, en effet. Les conséquences, évidemment, il est trop tôt pour en connaître les effets à long terme. Mais tout comme au Moyen-Orient, nous avons atteint, pour reprendre sans vraiment le vouloir le terme de Mark Carney, une rupture dans les affaires internationales, où l'Occident politique a enfin trouvé son égal. Vous avez demandé plus tôt pourquoi la Russie a continué à négocier de bonne foi, surtout après l'exemple iranien, 2 fois lors de négociations, et ces négociations utilisées comme un leurre pour endormir les proxys, ceux avec qui l'on négocie, dans un faux sentiment de sécurité. Cela nous ramène donc à la qualité, ou plutôt à la nature, au caractère, du leadership personnel de Poutine. Et comme vous le savez, il subit une énorme pression à l'intérieur de la Russie pour intensifier les choses. Pourquoi nous battons-nous? J'ai parlé de cela avec Sergei Kuriganov, et j'ai évoqué la question du fait que la Russie retienne ses coups. Il m'a dit « Non, non, c'est pire que ça. C'est comme si la Russie menait cette guerre, non pas avec une main attachée dans le dos, mais avec les deux. En d'autres termes, la pression est immense. Et puis Poutine, il ne s'agit pas ici de le louer ou de le condamner, simplement d'une observation, possède une sorte de calme ou d'immobilité surnaturelle dans sa manière de faire de la politique. En d'autres termes, quand il frappe fort. Mais dans le sens où dans cette guerre, il a compris, tout comme d'ailleurs Biden l'a fait dans une certaine mesure, que cela pouvait s'aggraver. Et nous avons déjà entendu tout cela. Il y a eu beaucoup de discussions, même encore aujourd'hui, sur le fait que, fondamentalement, le monde pourrait être détruit en 72 minutes. Il existe un livre à ce sujet, ce n'est pas moi qui l'invente, écrit par une femme qui propose une analyse très bonne et très intéressante. Elle explique comment cela se produit au départ. La Corée du Nord envoie un missile, il est mal interprété, et les États-Unis réagissent en ripostant. Et la Russie ne sait pas si ces missiles qui partent vers l'Est sont destinés à la Corée du Nord ou à la Russie. Alors, il réagit. En 72 minutes, la Terre n'est plus qu'une ruine fumante. Aujourd'hui, nous en sommes proches, plus proches que pendant la crise des missiles de Cuba. Et c'est pourquoi Poutine est, d'une certaine manière, objectivement conscient que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. C'est l'avenir de l'humanité. Et les Ukrainiens, bien sûr, ainsi que les Européens, ignorent cela avec insouciance. Ils disent « Oh, la Russie bluffe simplement ». Non, c'est un bluff jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et quand ce n'est plus un bluff, c'est fini. Partie terminée. Tant que le jeu continue, c'est un bluff. Car une fois le bluff révélé, c'est la fin. Oui, à ce stade, ce n'est plus un bluff. Mais ce que tu as très justement souligné dans cette discussion, et j'espère que tu l'as inclus dans le livre, c'est cette question de l'esprit solipsiste, surtout chez les Européens. Encore une fois, on l'a vu à l'œuvre depuis, 2 ans maintenant, à peu près, non? Quand ils parlent de négociation, ils négocient avec eux-mêmes. Je pense que le summum de cela a été la conférence de paix en Suisse, au Bürgenstock, où ils ont organisé une conférence de paix sans inviter la Russie, sans même l'inviter. Bien que la Russie ait dit « Nous ne viendrions pas même si vous le faisiez ». Mais laissons cela de côté. Ils n'ont pas invité les Russes. Donc ils font semblant de pouvoir avoir des négociations sérieuses et un débat sur la paix sans l'un des 3 belligérants, ce qui est vraiment... Et ils continuent à faire cela encore aujourd'hui quand ils appellent quelque chose des négociations. C'est fascinant qu'il ne leur vienne jamais à l'esprit que c'est voué à l'échec. Je trouve cela tout simplement incroyable.
C'est absolument étrange de négocier avec soi-même. Cela reflète le déclin à long terme de la diplomatie, la pratique de la diplomatie occidentale. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se parler à elle-même. Et c'est bien sûr ce que l'Occident fait depuis longtemps. C'est pourquoi j'utilise le mot hermétique. Vous avez utilisé, je crois, un très bon mot, subsistance. C'est hermétique, c'est fermé, cela ne sait pas gérer. Impliquer les Russes signifierait qu'il faudrait réellement négocier. C'est pourquoi, en un sens, ce sont Kouchner et Witkoff qui négocient maintenant, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une négociation diplomatique. Ce ne sont pas des diplomates. Et bien sûr, c'est la coalition des volontaires. C'en est un parfait exemple. On pourrait l'appeler la coalition des tueurs, la coalition des... Et c'est d'ailleurs un exemple typique de l'approche de Keir Starmer en politique. Un vide totalement creux en son cœur même. Donc, on parle avec soi-même. Et plus encore, la coalition des volontaires dit en réalité exactement les choses qui ont poussé la Russie à faire la guerre au départ. Pour empêcher ce qui se passe maintenant, à savoir la présence de troupes occidentales en Ukraine. Et c'est aussi un symptôme, je pense, de, disons, 500 ou au moins 200 ans de domination occidentale totale et absolue sur l'ensemble du globe, où la fin des guerres était toujours négociée entre les vainqueurs, ceux qui allaient clairement être les vainqueurs, n'est-ce pas? Pensez à la conférence de Téhéran, puis plus tard à celle, pas Potsdam, mais celle d'avant, en Crimée. Potsdam, Yalta. Je veux dire, la conférence de Yalta. Oui, je pense que les Européens fonctionnent encore selon ce cadre de Yalta. C'est un peu comme, nous, les vainqueurs de la guerre, allons diviser et structurer le monde, puis nous le présenterons aux nations vaincues, et elles devront l'appliquer parce que nous le pouvons. Mais ça ne marche plus. Ils continuent à agir selon cette idée, mais ce n'est plus ce qui se passe réellement. C'est comme ça que je l'interprète. C'est un peu comme le congrès de Berlin, même, enfin, celui de 1884, mais aussi le précédent, en 1868, où ils ont en gros découpé le monde. Oui, non, tu as tout à fait raison. Donc c'est intéressant. Tu sais, je parle de cet Occident politique comme d'une formation très spécifique, mais bien sûr, cet Occident politique a reproduit les schémas de comportement de l'Occident impérial depuis 500 ans. Mais ce qui rend la chose encore pire, bien sûr, c'est que depuis 1945, sous l'égide des Nations Unies et de ce que j'appelle le système international de la Charte, nous avons connu la décolonisation. Nous sommes maintenant en Malaisie, devenue indépendante en 1957, et donc la décolonisation. Et il est intéressant de constater qu'au sein de l'Occident politique d'aujourd'hui, on ne cesse de parler de décoloniser les programmes scolaires. Je ne sais pas si vous avez connu cela au Japon et tout ce qui s'y rattache, une sorte d'écho, en quelque sorte. Mais d'une manière étrange, ce mouvement de décolonisation des programmes a renforcé toutes sortes de schémas d'autoritarisme et de destruction de la pensée libre individuelle au sein même de l'Occident politique. Cela devient donc une autre technique disciplinaire. C'est un sujet que nous ne pouvons sans doute pas aborder ici, mais je dirais simplement que l'un des projets sur lesquels je travaille actuellement concerne précisément ce vide. Ce que j'appelle dans mon prochain livre, intitulé « Adieu à l'Occident », d'ailleurs, une tentative de désagréger l'effondrement de cet Occident politique en le replaçant dans le contexte des autres Occidents. Mais il existe un vide constitutif. En d'autres termes, l'ancienne social-démocratie est terminée. Le socialisme à l'ancienne, et même notre conservatisme Tory britannique à l'ancienne, dans sa meilleure version, celui d'une seule nation, est épuisé. Toutes les idéologies sont épuisées. Et à la place, on voit apparaître ce qu'on appelle le populisme, qui comble le vide
en même temps que d'autres techniques autoritaires. Ainsi, comme vous venez de le dire, l'Union européenne solipsiste est un autre symptôme de ce vide. Comment cela se fait-il? On pourrait se demander pourquoi. Et la réponse habituelle serait « Oh, c'est à cause de la très faible qualité des dirigeants européens d'aujourd'hui. » Et c'est sans aucun doute vrai, exceptionnellement faible en fait, à l'exception possible de Giorgia Meloni, qui est en réalité assez intelligente et capable de diriger, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une réponse suffisante. Cela en fait partie, mais ce n'est pas tout. Il se passe quelque chose de plus profond. Ça me fait un peu penser, tu sais, à un ballon dégonflé. Tout est encore là, mais c'est vide maintenant. Et pourtant, pour une raison quelconque, le ballon croit toujours qu'il est immense, alors que l'air est parti depuis longtemps. Mais comme nous approchons de la fin, et je sais que je dois respecter ton temps, un dernier mot sur ton livre, n'est-ce pas? La guerre russo-ukrainienne, les folies de l'Empire. Y a-t-il encore un point que tu aimerais souligner et que nous n'avons pas encore abordé, quelque chose qui figure dans le livre et pour lequel les gens devraient se le procurer afin d'aller plus loin? Eh bien, j'ai passé pas mal de temps à discuter des différentes propositions de paix et des voies vers la paix qui ont émergé, ainsi que du type de cadre constitutif que nous pourrions adopter à cet effet. Bien sûr, on peut au moins reconnaître à Donald Trump le mérite d'avoir tenté de trouver une voie vers la paix. Ce qui est étonnant, étant donné que l'Union européenne a commencé, appelez-moi naïf, comme un projet de paix destiné à empêcher la France et l'Allemagne de se faire à nouveau la guerre. Ensuite, on me demande souvent pourquoi on n'a pas fait la même chose avec la Russie après la fin de la guerre froide, pour instaurer une dynamique similaire garantissant que la Russie et l'Occident ne puissent plus jamais se faire la guerre. Et c'est précisément ce problème que nous essayons maintenant de contrer. Ainsi, la guerre russo-ukrainienne est véritablement au cœur de tous ces débats sans fin sur le destin de la politique internationale aujourd'hui, sur sa nature même. Et puis, au bout du compte, comment parvenir à la paix? Nous devons vraiment commencer à réfléchir à une nouvelle politique de la transcendance. Par là, j'entends, ce n'est pas mon expression, simplement l'idée de surmonter la logique du conflit, le solipsisme. Et quels sont les intérêts, les institutions, les acteurs de cela? Pas l'Union européenne, hélas, manifestement sous Ursula von der Leyen. Le projet de paix qu'est l'Union européenne est-il récupérable? Je n'en suis pas sûr. Mais en fin de compte, ma conclusion est que la seule institution valable dans ce cadre reste le système international fondé sur la Charte et les Nations unies. Et cela, bien sûr, a maintenant été totalement marginalisé par cette guerre, marginalisé par les guerres au Moyen-Orient, même en partie discrédité. Cela ne fonctionne pas. Mais, comme le dirait John Maynard Keynes, il n'y a pas d'idées qui traînent dans la rue, prêtes à être ramassées et mises en œuvre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y en avait. Nous pouvions tirer les leçons des erreurs de la Société des Nations pour construire les Nations unies. D'énormes défauts, bien sûr. Les 5 membres permanents, la réforme de l'ONU, et ainsi de suite. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais au cœur des Nations unies, il existe 2 types de convivialité. La convivialité signifiant des puissances qui s'unissent pour le bien commun. Vous avez bien sûr une grande puissance issue de la courtoisie de Yalta et de Potsdam, les 5 membres permanents. Mais vous avez aussi une forme de courtoisie fédérative ou démocratique. Aujourd'hui, il y a 193 membres des Nations unies. Et j'aimerais voir l'Assemblée générale s'exprimer davantage. C'est prévu dans la Charte des Nations unies. Ils pourraient le faire. Mais l'Occident a été assez malin. Ils ont maintenant Annalena Baerbock, l'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, et une russophobe virulente, comme présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Quand j'ai vu cela,
je me suis dit que l'Occident politique avait subordonné l'ONU à ses propres intérêts. Il faut maintenant réagir. Je ne cesse d'exhorter mes collègues chinois et d'autres, l'Inde, la Malaisie, à rendre l'organisation plus autonome. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Oui, il y a beaucoup de discussions à avoir. Je parlerai certainement aussi très bientôt à mes collègues chinois pour comprendre pourquoi ils n'ont pas opposé leur veto à la dernière résolution du Conseil de sécurité condamnant l'Iran. Mais cela, encore une fois, c'est une autre discussion pour une autre fois. À tous ceux qui regardent ceci, le livre La guerre russo-ukrainienne, Les folies de l'Empire de Richard Sakwa sera disponible le 24 mars 2026. N'hésitez pas à vous en procurer un exemplaire. Cela vaut vraiment la peine d'être lu. Je suis Richard Sakwa. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.